Alphonse Boy, je suis présent. Vanessa Annie, Alain Boucris, Anne Ferreira, Jean-Luc Després, Présent. Pauline Bisquer donne pouvoir à Vanessa Annie, elle devrait arriver. Arnaud Dessin donne pouvoir à moi-même. Céline Monassa. Mathias Alonso donne pouvoir à Jean-Luc Després. Roland Tibi. Jean-Pierre Vanavert. Dominique Humez donne pouvoir à Anne Ferreira. François Elie. Caroline Delis. Mehdi Belout, il est là. Samantha Crisias donne pouvoir à Caroline Delis. Noémie Arnaufi donne pouvoir à Roland Tibi. Grégory Nguyen. Bernard Camerer est absent. Benjamin Godon, présent. Stéphanie Couchou donne pouvoir à Alain Boucris. Joël Vilassa. Jean-Charles Joulin. Claude Duroux. Jamel Melouk. Dominique Maignan donne pouvoir à Joël Vilassa. Et Annie Claire. Alors, n'oubliez pas de signer la feuille, peut-être à la fin, surtout avec les pouvoirs, avec tout ce qui traîne, les grippes, etc. Donc, Grégory Nguyen est désigné secrétaire de séance. Merci, Grégory. Avant de commencer l'adoption de l'ordre du jour, c'est le premier conseil municipal de l'année, je voulais remercier tous les membres du conseil municipal pour votre présence aux vœux du 28 janvier. Voilà, je crois que nous avons montré, quelles que soient nos différences, que nous étions là pour les Marolais, et j'ai personnellement apprécié votre présence. Voilà, je voulais vous dire ça avant de commencer la séance. L'adoption de l'ordre du jour, donc y a-t-il des remarques, des demandes d'ajout pour l'ordre du jour qui est affiché? Non, rien de particulier. L'ordre du jour est adopté. Des demandes de modification sur le PV de la séance du 12 décembre. Non plus, rien à ajouter. Parfait, donc l'ordre du jour est adopté également. Alors, vous avez tous les éléments concernant les décisions qui ont été prises depuis le 12 décembre dernier. Donc, s'il y a des questions, des demandes d'explication, je serai à votre disposition. Donc, nous commençons par les affaires générales. Nous devons approuver une convention lire et faire lire avec l'UDAF et le LDE. Alors, l'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne et la Ligue d'enseignement du Val-de-Marne. Alors, ce sont deux associations qui aident des adultes de plus de 50 ans à venir lire ici et là, au centre aéré, dans les écoles, pour les enfants. Il y a une Marolaise qui fait partie de ces associations, mais elle est toute seule pour l'instant. Et j'ai rencontré la responsable du département qui est venue me voir. Donc l'idée est d'avoir plus de personnes, puisqu'il n'y en a qu'une pour l'instant à Marolles, pour aider les enfants très tôt à stimuler leur goût à la lecture et à la littérature. Donc c'est une convention qui nous permettra d'avoir d'autres personnes qui pourront venir à Marolles pour accompagner les enfants. Et il nous en coûtera 200 € par année. Donc voilà. Je pense qu'à l'heure où l'on fait la conférence de l'IA à Paris, promouvoir le livre n'est pas superflu. Donc nous prenons notre part. Y a-t-il des questions sur ce point? Bonsoir, Monsieur Melouk. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc il s'agit d'approuver la convention qui vous a été transmise et de dire qu'une contribution financière de 200 € sera versée à la coordination départementale et bien sûr de m'autoriser à signer la dite convention et les actes afférents. Nous passons au vote.
Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, le point 1 est adopté. Nous passons au point 2, l'urbanisme. Je donne la parole à Madame Annie, adjointe à... Oui, sur le sujet, tu nous fais un résumé, hein, s'il te plaît. Grand Paris Sud-Est Avenir, donc le GPSEA a engagé l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. C'est un document d'urbanisme réglementaire qui est destiné à accompagner et encadrer les projets d'aménagement au sein des 16 villes qui font partie du territoire. Donc pour assurer un développement cohérent et maîtrisé du territoire dans le respect des identités communales inhérentes. Donc, tout au long des phases du PLUI, il a été élaboré par les élus de toutes les villes en cohérence avec les normes et les règles de la région, de la métropole du Grand Paris ou de l'État. Il est partagé avec les habitants et les acteurs du territoire via plusieurs dispositifs de concertation par le site internet, des réunions publiques, des registres et des supports de communication qui sont à votre disposition en mairie. Donc par délibération du Conseil de territoire en date du 4 décembre, le GPSEA a arrêté le projet du plan local d'urbanisme intercommunal de Grand Paris Sud-Est Avenir. Donc la commune de Marolles doit rendre son avis sur celui-ci en application des articles L 153-15 et R 153-5 du Code de l'urbanisme. Et la commission qui s'est réunie le 6 février. La commission qui s'est réunie mardi dernier, vous aviez émis des petites remarques que nous avons justement prises en compte. Justement, on avait, voilà, elles ont été prises en compte dans le... Oui. Très bien, parfait. Oui. Très bien. Surtout dans la... Enfin, on a changé la phrase pour que ce soit... La phrase, voilà. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de ou non. Voilà. Ou non, on l'a enlevé. Voilà, on l'a enlevé. J'avais mis un certain nombre d'éléments. Et je pense qu'effectivement, on a été tous d'accord dans la commission pour qu'il soit modifié. Exactement. Ça a été noté. Exactement. Alors, peut-être dire en préambule qu'aujourd'hui, le plan local d'urbanisme est une compétence du territoire, mais que les communes ne vont pas perdre leur PLU actuellement. Alors, pourquoi PLUI? C'est le PLU intercommunal. Donc, c'est une compétence du territoire, mais nous allons garder toutes les spécificités de chaque ville, va garder ses spécificités. Donc, je vous rassure, on ne va pas ajuster le PLU de Marolles sur le PLU de Bonneuil, par exemple, ou d'Alfortville, comme ça, Denis ne m'en voudra pas. C'est un des points que j'avais justement soulevé pour qu'on soit bien clair sur ce point-là. Et qu'effectivement, là, il s'agissait, sur ce document qu'on a reçu, d'éléments complémentaires à notre PLU et qui pouvaient rentrer en compte sur l'ensemble, et pris en compte sur l'ensemble des intercommunalités. Exactement. Alors, l'intérêt de ce PLU territorial, c'est tout simplement déjà d'harmoniser les textes, les mots, les codifications, parce qu'il y avait des mots étaient employés pour d'autres, ceux qui étaient en zone NA chez nous étaient en Z, je ne sais trop quoi chez l'autre. Donc voilà, il y a eu tout un travail important qui a été fait, et nous devons donner notre avis sur ce que les maires ont voté au niveau du GPSEA le 4 décembre dernier, mais il va y avoir, à l'issue de ces avis de chaque conseil, du conseil municipal de chaque ville, une enquête publique, et tout le monde aura accès à ces documents, tout le monde pourra dire les remarques qu'il compte faire, et il y aura un commissaire enquêteur qui fera un rapport à chaque fois, et les documents seront ici. Je crois qu'on pourra les consulter ici à la mairie, et le commissaire enquêteur aura des journées de permanence aussi. Si n'importe quel Marolais veut venir les voir en leur disant « Voilà, moi j'aimerais qu'on rajoute ça ou j'aimerais qu'on enlève ça. » Voilà. Donc c'est tout un process public. Dans ce cas, quand est-il prévu d'avoir justement le document final, puisque ce sera consulté et éventuellement amendé? Alors après ça, il y aura le rapport du commissaire enquêteur, un mois avant, voilà, et puis après le document final sera rendu public et puis ensuite voté au niveau du GPSEA. Et là, nous aurons notre PLUI du GPSEA. Voilà. Ça a l'air assez fastidieux comme ça, mais c'était indispensable, surtout lorsqu'on
lorsqu'on a des villes qui se touchent, par exemple, regardez Marolles et Santeny, nous nous touchons lorsque vous arrivez, vous quittez la rue Chasselière, vous tournez sur la droite pour aller au terrain de foot, ben, tout ce qui est sur la droite et sur la gauche est sur Santeny, le clos Santenois. Donc, on peut dire que beaucoup de gens pensent que c'est Marolles. Donc, l'idée c'est aussi de nous harmoniser pour que tout puisse être cohérent. D'accord ? Par exemple, pour vous donner un exemple concret, vous savez que nous avons mené une action sur les bâches, sur les canisses, etc., etc. Ben, vous avez quand vous tournez sur la gauche, une maison, par exemple, qui a du bois pour se protéger. Ce n'est pas comme notre PLU à nous. Alors, voilà, c'est ce genre de choses qu'on essaie d'harmoniser. Donc, il y a eu beaucoup de débats. Ce n'est pas un travail simple, mais ça a le mérite d'exister. Puis, nous essayons d'aller vraiment vers une harmonisation. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un travail facile, mais nous devons passer par là. Y a-t-il des questions sur ce PLUI ? Donc, ce qui nous est demandé de voter, c'est d'émettre un avis favorable sur le projet du plan local intercommunal, arrêté par le Grand Sud-Est Avenir, d'approuver la liste des observations du projet. Nous vous avons donné cette liste d'approbation corrigée, amendée du petit point que vous avez évoqué en commission, et demander à l'établissement public territorial GPSEA de tenir compte des observations du PLU arrêtées dans la liste qui est annexée à la présente délibération. Voilà, etc. Et puis d'autoriser le maire, bien sûr, ou son représentant, à accomplir les formalités nécessaires. Voilà, et puis les documents seront envoyés au préfet et au président du Grand Paris Sud-Est Avenir. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci. Le point 2 est adopté à l'unanimité. Alors, nous passons à présent au débat d'orientation budgétaire. Alors, petit point, parce que je sais que tout le monde n'était pas là l'année dernière. Le débat d'orientation budgétaire est rendu nécessaire par la loi NOTRe, qui date du 7 août, qui a été votée le 7 août 2015. C'est une obligation pour toutes les villes supérieures à 3500 habitants de donner les orientations budgétaires avant l'approbation du budget. Ce débat doit avoir lieu 5 semaines, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 10 semaines. 10 semaines avant le vote du budget, c'est-à-dire que si nous adoptons après le Conseil d'aujourd'hui, nous avons 10 semaines pour voter le budget. Après quoi, si nous ne votions pas le budget, nous serions d'abord hors la loi du point de vue du rapport d'orientation budgétaire, mais carrément hors la loi, puisque le budget doit être voté avant le 15 avril. Donc voilà. Alors, la loi NOTRe, le rapport d'orientation budgétaire doit présenter la loi de finances et ses répercussions sur la commune, les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions provisionnelles des dépenses-recettes en fonctionnement comme en investissement et les présentations des engagements pluriannuels et toutes les informations relatives à la structure et à l'encours de notre dette. Donc c'est ce à quoi nous allons nous atteler à présent. Donc tout d'abord, l'environnement général. Alors, comme je vous l'ai dit, ce rapport d'orientation est obligatoire pour les villes de plus de 3500 habitants. Il donne un contexte général sur lequel nous n'allons pas nous appesantir, mais je vous invite, enfin je pense que d'ailleurs tout le monde l'a fait, à lire ce document qui est vraiment très très bien, parce qu'il permet de comprendre l'environnement mondial, macroéconomique national, à partir desquels nous avons pu nous baser pour faire notre budget. Dans un contexte tout à fait particulier, puisque le budget n'avait pas été voté au moment où nous avons commencé ce travail. En tout cas, vous avez tous les chiffres ici, comme les réductions de coûts de l'énergie, l'inflation qui baisse, les PIB, etc. Enfin, pour ceux qui ont envie d'avoir quelques informations économiques pour mieux comprendre ce qui se dit à la radio, je vous invite vraiment à lire ce document qui est très, 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 très bien fait. Et je tiens à remercier les services, particulièrement Madame la DGS, pour ce travail, parce que
à ce que ce travail est de qualité. Quelle serait l'incidence? Parce qu'en fait, vous nous dites qu'effectivement, il a été fait avant le vote. Quelle serait l'incidence? Est-ce qu'on a une idée de l'incidence qu'aurait justement le nouveau vote du budget, tel qu'il a été voté récemment, puisqu'il n'est pas encore entièrement voté, mais au moins une partie est votée. Oui. Quelle serait l'incidence globalement sur nos communes, pas seulement Marolles, mais globalement sur les communes et sur Marolles en particulier? En fait, nous avons commencé le travail avant le vote du budget, mais nous avons eu de la chance. Une partie a été votée, donc nous avons repris un certain nombre de choses. Et puis voilà. Cela dit, même par rapport à l'ancien budget, nous n'étions pas extrêmement touchés, puisque les communes dans le précédent budget du précédent gouvernement, les communes de plus de 40 millions d'euros de budget de fonctionnement devaient être ponctionnées. Cette règle, nous n'étions pas touchés, nous sommes trop petits, heureusement, et cette règle a été abandonnée par rapport à ça. Je sais qu'au niveau des établissements comme la métropole, le territoire, etc., il risque d'y avoir des ponctions, mais moindres, qui fait que, par exemple, hier, nous avons voté le rapport d'orientation budgétaire au niveau du GPSEA, et tout est validé, enfin, on continue comme avant. Pas d'incidence jusqu'à présent. Voilà. Donc, voilà un peu tout ça, les éléments du budget, bref. En ce qui nous concerne, nous affirmons toujours nos orientations, c'est-à-dire nous avons été touchés par les augmentations, vous le verrez tout à l'heure dans les chiffres, les augmentations de dépenses de personnel, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il arrive que l'État décide que l'on doive augmenter les points des agents, les indemnités, etc., etc. Alors que notre budget a déjà été voté, nous devons appliquer tout cela. Et puis les grilles indiciaires, l'augmentation des grilles indiciaires, l'augmentation du SMIC, et dans la loi des finances, il y a eu une augmentation des cotisations de retraite employeurs. Donc, il était prévu une augmentation de 0,4 points une fois, et au final, c'est 3%, jusqu'à 2028, c'est-à-dire tous les ans, 2025, 2026, 2027, 2028. Voilà, donc nous avons beau essayer de maîtriser les dépenses, l'État nous aide avec sa bienveillance pour que nous respections ce que l'État a décidé. Voilà. Nous continuerons la maîtrise de nos dépenses, vous verrez tout à l'heure, nous essayons de réduire le budget de fonctionnement au maximum. Et nous continuerons, bien sûr, à ne pas avoir recours à l'emprunt, ni augmenter les taux d'impôts communaux. Voilà. Alors, au niveau des chiffres, je ne sais pas si c'est assez clair, c'est assez gros, tout le monde voit à peu près bien. Ça va? Vous voulez que je grossisse un peu? Allez. Allez, on va le faire par cadre. Alors, ça, c'est le réalisé par rapport au budget 2024. Au niveau des recettes, nous avons réalisé 102% du budget, donc ce qui est toujours bien. Et au niveau des dépenses, nous avons réalisé 90% des dépenses. Donc concrètement, ce que je disais tout à l'heure, nous essayons vraiment de maîtriser au maximum les dépenses, et nous essayons bien sûr, même pour le budget de fonctionnement, d'avoir davantage que nous avions prévu, ce qui se matérialise ici par les 102% de recettes et 90% de dépenses. Alors, le résultat de fonctionnement cumulé est de 1 193 928 €. Nous avions un report de l'année dernière de 828 501 et l'exercice 2024 a contribué pour 365 000 €. Voilà, je rappelle que lorsque nous votons le budget est équilibré. Donc, une fois que nous avons voté le budget, nous essayons de négocier les tarifs, d'organiser un certain nombre de choses. Par exemple, en 2024, il y avait toutes ces manifestations organisées avec les villes voisines pour les JO. Au lieu de les faire seuls et de payer tout seul les manifestations, en nous mettant ensemble, ça nous a coûté moins cher
etc. etc. Voilà. Nous essayons d'utiliser notre peu de savoir pour que nos dépenses nous coûtent moins cher. Voilà. Alors, il faut revenir là. Donc, pour les budgets d'investissement. Alors, comme je le disais en commission, le cycle de l'investissement est beaucoup plus complexe que le cycle de fonctionnement. Parce que le fonctionnement, c'est très simple. Nous avons un budget, nous avons des recettes, nous les recevons ou pas, les dépenses, nous les faisons ou pas. Le cycle de fonctionnement est d'investissement, est un peu plus compliqué parce que nous dépendons, par exemple, sur les recettes, les subventions, nous dépendons des versements que nous recevons, puisque ce n'est que lorsque nous avons la notification et le versement surtout que nous comptabilisons l'argent qui rentre. Et pareil, au niveau des dépenses d'investissement, il y a une notion de réalisation. Est-ce que le travail est fait ou pas? Donc si nous n'avons pas entièrement fait l'investissement, nous n'enregistrerons que ce qui sera été fait. Donc il y a cette notion de reste à réaliser. Donc si nous avions tout réalisé en investissement, nous aurions réalisé 82% du budget. Mais comme il y a un reste à réaliser important, c'est-à-dire 912 000 € de subventions qui nous ont été notifiées, que nous attendons, qui ne nous ont pas été versées, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, nous n'avons réalisé que 55% du budget. Pareil, au niveau des dépenses, nous avons un reste à réaliser de 212 000 € et mais sans ces éléments-là, nous avons réalisé 74% des dépenses. Sachant que dans ces dépenses, il y a des choses de l'année dernière qui sont réalisées cette année. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que les actes réalisés. Alors, je vous donnerai tout à l'heure le détail de ces... On tient compte, en fait, des reports de l'année précédente. Absolument. Pour, les restes à réaliser voilà, de l'année dernière qui sont réalisés cette année rentrent là, etc. etc. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, ça fait qu'en fait, dans le résultat de l'année, nous avons un résultat cumulé de moins 636 000 € parce que les restes à réaliser n'entrent pas dans le résultat. Le résultat est négatif, mais si on rajoute les recettes que nous attendions, moins les dépenses que nous devions faire, nous aurions eu un résultat de 700 000 €, 770 000. Donc, nous avions sur ce résultat négatif un report de 57 000 € l'année dernière, et la clôture de l'exercice pour 696 000 €. Ce qui n'est pas du tout affolant ni dramatique, puisque le reste à réaliser couvre tout ça. Mais nous avons des projets d'investissement, et vous le verrez tout à l'heure, qui ne fonctionnent pas tout à fait comme les investissements des années précédentes. Pourquoi? Parce que lorsque nous travaillons, par exemple, sur le projet Centre-Ville Vivant, j'en parlerai tout à l'heure avec la métropole, ou la convention d'aménagement régional de la région, il nous faut faire l'investissement, produire la facture pour être payé. Alors que pour d'autres investissements, lorsque nous demandons un FIM, par exemple le Fonds d'investissement métropolitain, la notification suffit. Donc en fait, nous avons un retard qui compte, bien sûr, qui nous gêne un peu dans ces investissements et qui justifie ce tableau. Alors, si l'on regarde, si l'on analyse l'évolution de notre budget, donc là, il s'agit bien du budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement de l'année dernière était de 10 033. Cette année, la projection que nous avons nous amène à 9 955. Voilà. Et nous avons gardé le même niveau d'inflation, ce qui veut dire qu'en fait, nous, malgré les augmentations qui nous sont imposées, malgré les 3% des points de retraite, nous allons réduire le budget de fonctionnement et repasser en dessous de 10 millions. Pareil sur le budget d'investissement. Là, nous tenons à maintenir les investissements que nous souhaitons réaliser en 2000. Juste un point par rapport à ça. Comment l'expliquez-vous? Puisque, effectivement, on est isopérimètre pratiquement. Et en fait, on arrive à un chiffre moindre pour 2025, malgré justement ces fameuses augmentations
Comment vous l'expliquez? Alors, tout simplement, encore une fois, il s'agit du budget. Nous l'expliquons simplement parce que nous avons d'abord réduit un certain nombre de dépenses, négocié un certain nombre de contrats. Voilà. Et il y a vraiment, comme je le disais en commission, il y a vraiment aujourd'hui dans la municipalité une culture de négociation. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de dire « nous avons nos 3 devis, donc on prend le moins 10 ans », mais les gens disent « nous avons négocié les éléments et puis nous essayons de tirer un maximum sur tout ce que nous avons dépensé ». Et cela n'empêche que pour la quatrième année, les agents ont obtenu une prime exceptionnelle cette année encore. Ça veut dire vraiment que nous essayons de négocier pour réduire les coûts. Et bien entendu, comme c'est eux qui négocient les coûts, il nous paraît normal de leur verser une prime exceptionnelle qui permet d'intéresser tout le monde dans le résultat global. Voilà, donc le budget de fonctionnement serait à aujourd'hui, parce qu'il se pourrait que demain il y ait des changements, mais enfin ce serait imposé par l'État, mais notre tendance serait pour 2025 un budget de 9 955 000 et le budget d'investissement de 3 238 000. Nous tenons vraiment à garder ce niveau d'investissement. Vous savez que nous avons des gros projets que nous évoquerons tout à l'heure pour cette année. Alors, voilà un peu le budget comme nous le voyons, les recettes de fonctionnement, donc le résultat à reporter, le montant des impôts et taxes que nous allons recevoir. L'attribution en compensation, c'est ce que nous donne la métropole en termes de taxes foncières. Vous savez qu'avant, c'était les villes qui recevaient les taxes foncières. Maintenant, c'est la métropole qui le reçoit et nous reverse une partie. Qui n'augmente pas d'ailleurs, ce qui est dommage, mais j'en parlerai au président. Voilà, les dotations et participations, enfin bon, les différents produits et services, ça c'est les contributions dans les écoles, etc. Les atténuations de charges, donc là il s'agit essentiellement des remboursements que nous allons recevoir sur les arrêts maladie, etc. Et vous avez dû le voir déjà dans le réalisé 2024, nous avons obtenu à peu près 90 000 €, tout simplement parce que nous avons eu une année entière pour laquelle on n'avait pas reçu l'année dernière, pour être précis, nous n'avions pas reçu les arrêts maladie et nous les avons reçus cette année. Mais donc nous avons gardé le même budget que l'année dernière. Et puis le revenu des immeubles, c'est tout ce que possède la municipalité. Donc nous avons le golf, la poste, une partie des tennis, puisque nous accueillons un sport-études, merci. Et puis, bref, c'est tout ce que nous louons. Et puis, nous avons également un logement que nous louons, qui nous rapporteront 366 000 €. Voilà. Puis les opérations d'ordre, de compte à compte, etc. Voilà pour les recettes de fonctionnement. Les taux communaux, comme je l'ai dit, et au vœu et tout à l'heure, ne changent pas. Donc nous ne changeons rien du tout au niveau des taxes foncières, bâties, non bâties, etc. Donc tout est inchangé. La DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, c'est l'argent que l'État nous donne aux communes pour leur fonctionnement. Alors, comme vous pouvez le voir, nous étions en 2014 à peu près un peu moins de 600 000 €. Nous sommes maintenant délicatement aux alentours de 160 000 €. Donc nous allons rester par rapport à l'année dernière à peu près à isopérimètre. Donc voilà pour la DGF. Donc les dépenses de fonctionnement, vous avez toutes les dépenses, les dépenses de personnel bien sûr qui représentent le gros du camembert. Juste concernant la DGF, puisqu'on en avait parlé ensemble, est-ce qu'on ne craint pas, compte tenu de la situation actuelle, déjà que quand on regarde le graphique depuis 2014, évidemment, mais là on est à isopérimètre, mais est-ce qu'on a des chances de le garder tel quel, ou alors est-ce qu'il pourrait y avoir, et est-ce qu'on anticipe éventuellement une baisse ou pas? Alors, ça c'est une question pour Madame Irma. Mais, disons que actuellement nous devrions, étant donné que
nous augmentons un peu la population, ça devrait plutôt monter un peu. Alors, l'État peut toujours décider de ponctionner, mais ça, on n'en sait rien. Mais pour l'instant, non, tomber plus bas, ce serait difficile. Encore que certaines villes voisines, on n'avait plus de DGF. Absolument, c'est pour ça que je pose la question. Bon, nous sommes à 140 000 €, honnêtement. Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, mais s'il arrivait qu'on n'en ait plus, bon, nous en reparlons. Aujourd'hui, vraiment, je ne peux pas répondre à cette question. Nous avons eu la notification de la préfecture nous disant que les sommes resteraient les mêmes. Et puis, bon, nous sommes de toute façon appelés tous les jours à nous adapter, donc nous nous adapterons le moment venu. C'est difficile d'anticiper ce genre de choses. Voilà. En tout cas, nous dégageons suffisamment d'autofinancement aujourd'hui pour absorber 140 000 €. 140 000 €, franchement, nous voyons. Bon, j'espère que l'État ne nous écoute pas et que tout ça ne sera pas répercuté l'année prochaine. Voilà. Donc, les charges financières. Alors, les charges financières, c'est les intérêts des emprunts en cours. Donc, c'est les emprunts que nous avons trouvés depuis 2020. Donc, nous verrons le graphique tout à l'heure. Donc, forcément, il arrive un moment, vous savez, que lorsqu'on a un emprunt, on paye d'abord les intérêts. Puis, il arrive un moment où les intérêts baissent, le capital compense. Donc, nous sommes passés de 125 500 € en 2025 et en 2024. En 2025, ce sera 117 000 € que nous paierons. Voilà. Au niveau des effectifs, nous avons 79 postes ouverts, budgétés, dont 74 pourvus au 1er janvier. Alors, j'ai la réponse des 3 médico-sociales de la commission. La question m'avait été posée en commission, je n'avais pas la réponse. En fait, parmi nos ATSEM, donc les dames qui assistent les enseignantes, surtout en maternelle, il y a 3 personnes qui ont le diplôme d'ATSEM. Et les ATSEM sont classés parmi le personnel socio-médical. Donc voilà la réponse Merci de officielle. cet éclaircissement. Voilà. Je voudrais dire également que, en plus des 74 postes pourvus que vous avez par catégorie, alors pour ceux qui peut-être ne le savent pas, dans la fonction publique, c'est catégorie C, catégorie B et catégorie A. C'est pour cela que les catégories A sont moins nombreux. Nous avons également accueilli l'année dernière 49 stagiaires. Je le dis parce que c'est important. Ça veut dire d'abord que les services accueillent des jeunes. Alors ça peut être l'animation pour valider les BAFA, mais c'est également ici. Nous accueillons beaucoup de jeunes, bien entendu, beaucoup de jeunes marolais. Et nous croyons fortement que nous devons jouer notre rôle vis-à-vis des jeunes. Je pense que chacun de nous ici a eu ou a en ce moment un jeune qui recherche un stage. C'est pas facile du tout. Donc nous essayons de jouer notre rôle. Donc 49 stagiaires accueillis l'année dernière à la mairie de Marolles. Les recettes d'investissement, donc les prévisions d'investissement de 3 224 000. Donc nous avons le résultat reporté, l'excédent de fonctionnement qui est négatif, donc les dotations de fonds, les 630 000 € d'amortissement des immobilisations, les subventions, les 929 000 de restes à réaliser de l'année dernière, et puis 580 000 € de subventions d'investissement en attente de notification. Je vous en donnerai la liste tout de suite après. Et puis 430 000 en recettes qui viennent de la section de fonctionnement. Alors, juste, voilà actuellement les recettes d'investissement qui ne sont pas encore notifiées, que nous attendons. Donc, nous avons pour l'un des grands projets de cette année, alors, on va dire cette année, vous le verrez tout à l'heure, enfin, vous avez reçu les détails des investissements, nous avons 2 gros projets et la fin de 2 PPI, le programme pluriannuel d'investissement. Nous avions la dernière tranche des caméras. Ça fait 3 ans que nous installons des caméras dans la ville. Donc là, ce sera la dernière partie. Et nous avons la dernière tranche du parc urbain, de la voie verte, qui ira de la passerelle jusqu'à la forêt. Donc ça, c'est la fin de nos deux PPI, nos 2 plans pluriannuels d'investissement.
Et en plus de ça, vous avez le grand projet d'aménagement de la véranda qui a été présenté aux vœux, ainsi que la brasserie. Donc, pour ces deux derniers projets, nous avons sollicité la Métropole du Grand Paris, MGP, dans le cadre de Centre-Ville Vivant. Donc, pour l'achat de la brasserie et le chemin vert, alors le chemin vert, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est au bout de la rue du Pressoir, c'est le chemin qui mène au service technique. Vous savez, les 1,50 m qui permettent de marcher au sec et sans se mouiller les pieds ni s'embourber. Donc, les travaux sont de 280 000 euros. Nous attendons 140 000 euros. Alors, nous savons que ça a été voté, mais ils attendent les factures pour nous les verser. Donc, nous avons obtenu 50 000 euros de subventions que nous allons recevoir de la métropole. Pour l'aménagement intérieur de la brasserie et le mobilier de la brasserie, nous attendons 195 000 euros. Pour la véranda de la brasserie plus le parvis de la mairie, 20% de 450 000 euros. Et pour le projet d'aménagement régional, pas d'aménagement, le contrat d'aménagement, excusez-moi, le contrat d'aménagement régional, c'est pas la région qu'on aménage, mais bon. Là, nous demandons également 50% et 20% pour l'aménagement de la brasserie. Donc, je le répète, pour la brasserie, nous avons fait le choix d'emménager et d'équiper cette brasserie. Alors, équiper, c'est-à-dire les fours, les réfrigérateurs, etc., ce n'est pas les casseroles, les fourchettes et les assiettes. Et ensuite, nous ferons un appel pour l'exploitant. Donc, pourquoi cet aménagement nous le faisons? Nous aurions pu ne rien payer, laisser quelqu'un venir l'exploiter, mais quand il partirait, il ferait ce qu'il voudrait en fait. D'accord? Je pense que l'objectif n'est pas d'avoir une blanchisserie ou je ne sais, un magasin de vente de vêtements de sport. J'ai rien contre ni la brasserie ni les magasins de sport, mais l'objectif, c'est d'avoir une brasserie à Marolles. Voilà pourquoi nous investissons beaucoup d'argent dans ce projet. Les recettes de la brasserie sont directement à la mairie ou... Non. L'exploitant aura ses recettes. D'accord? La mairie percevra un loyer. Que le loyer. D'accord? Nous apportons tout qui garantit un loyer. Le loyer sera en conséquence. Il sera plus important que si ça avait été... Parce que aussi, il y a la recette ici, les recettes aussi, ça va être des recettes importantes aussi. Ah ben mais non, mais nous ne sommes pas restaurateurs parce que... Prenez le micro pour l'enregistrement parce que sinon pour... Non. Antoine, tu peux allumer le micro, s'il te plaît. Sinon, pour la retranscription, après, on ne vous entendra pas. Voilà. C'est juste pour savoir pour la recette, les recettes qui vont rentrer à la brasserie, est-ce qu'il y a une partie qui va être... Non. Parce que si vous voulez, vous apportez tout, et il y a quelqu'un qui va l'exploiter, et la mairie touche qu'un loyer. Oui. Mais le loyer, en conséquence. C'est comme quand vous louez un appartement meublé à un appartement nu. Plus cher, voilà. Là, en fait, dans le cadre de la brasserie, ce sera pareil. Non, mais j'ai bien compris par rapport à ça, mais par rapport aux recettes qui vont être... Non, l'exploitant va exploiter la brasserie, les recettes lui reviennent parce que c'est lui qui achètera les matières premières. Ce n'est pas nous qui achetons les matières premières. C'est le loyer. Et le fonds de commerce, nous le gardons. Voilà. Ben oui. Pour ne pas que le gars, si demain il décide de mettre autre chose derrière, il ne peut pas en disposer. Non. Donc on préserve le capital. Voilà. Ça reste à la commune. Ça reste à la commune. En clair, nous avons signé la semaine dernière. Le local commercial coûte 200 000 euros. Nous avons payé. Et nous avons, si je peux employer un terme juridique, vous savez, quand on est propriétaire, il y a 3 termes. Nous avons l'usage, l'usus, le fructus, c'est-à-dire nous pouvons l'exploiter, et l'abusus, nous pouvons, si nous voulons, détruire le bâtiment. Là, il aura juste l'usage. Nous gardons le fructus et l'abusus. Nous pouvons le louer. Lui, il ne peut pas le louer. D'accord? Et s'il fait quelque chose qui ne va pas, voilà. C'est très clair.
Voilà. Mais c'est un choix municipal pour la dynamique de notre ville. Voilà, de faire ce restaurant. Tous les anciens Marolais, j'ose pas dire vieux, les anciens Marolais vous parlent de la brasserie qu'il y avait à l'époque. L'auberge Marolaise. Et les plus anciens vous diront, il y avait une deuxième brasserie. Et on y mangeait bien. Bon. La ferme Marolaise. Voilà, la ferme Marolaise. Mais bon, nous, comme nous sommes des jeunes Marolais. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous nous sommes permis de dire, vous voyez, toutes ces demandes de subventions nous permet, et nous savons que nous les aurons, d'attendre 695 000 €. Mais dans le budget qui est ici, en recette, nous n'avons mis que 580 000. Voilà, c'était la question, effectivement, qu'on avait soulevée ensemble. C'est effectivement là, on a une subvention d'investissement en attente de notification. Or, à chaque fois, il faut que la subvention soit notifiée pour pouvoir l'inscrire. Oui. Et là, en attendant, on se dit, tiens, la question c'était, sommes-nous sûrs de pouvoir avoir cet argent, avons-nous des certitudes d'avoir cet argent-là? Et effectivement, le tableau que vous venez de montrer nous montre que normalement, on devrait toucher cet argent puisque Absolument. les notifications verbales ont été faites. Plus que verbales, même. Oui, écrites. Exactement. Exactement. On nous l'a dit, ça a été voté. Ça a été voté. Il n'y a que le quart qui est en attente parce qu'il faut... En fait, le quart, c'est assez compliqué. On n'est pas rentré dans les détails, mais pour faire un contrat d'aménagement régional, il faut au moins 3 projets. Donc là, mais c'est écrit dans le document que nous avons remis, là, nous avons le projet du parvis, l'aménagement de la brasserie, l'aménagement de la rue Pierre-Besançon et la rue du Pressoir. Nous en avons 4. Voilà. Donc l'idée, parce que nous savons, en fait, je ne vais pas refaire la genèse, vous avez tout ça dans les documents. L'idée, c'est que nous nous sommes engagés fortement à faire aboutir ce projet de centre ancien qui dormait depuis 15 ans. Voilà. Et nous savons que ce projet allait avoir des incidences sur l'aménagement de la ville. La rue du Pressoir, les voitures qui allaient passer, il y avait même un recours parce que la rue n'était pas assez large. Et ceux qui ont mis le recours ont dit, mais finalement, quand on a construit, mais elle est assez large. J'ai dit, ben oui, elle est assez large. Donc voilà. Donc c'est pour cela que nous nous sommes engagés sur tous ces éléments-là. Et donc, nous en profitons pour embellir la rue du Pressoir, etc. Mais nous ne pouvons pas tout faire en 2025. Donc, ce sera étalé en 2026 et en 2027 pour l'équipe qui sera là. C'est clair. Il était important de clarifier effectivement cette ligne qui subvention d'investissement en attente de notification, de la clarifier. Et exactement. Là, on voit Exactement. Voilà. Alors, justement, puisque nous parlions de subventions, vous connaissez ce schéma. Donc là, nous sommes en 2025 maintenant. En rouge, vous avez le réalisé et en bleu, ce que nous avions budgété. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas maîtres des subventions que nous recevons. Par exemple, les 922 000 €, si nous les avions reçus cette année, on n'aurait pas assez de l'écran. Mais bon, ce sera l'année prochaine. Donc il y a comme ça un système de vases communicants. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que le pourcentage prévu dans le budget n'est jamais farfelu, parce que nous sommes régulièrement au-dessus de 50, 43% l'année dernière, etc. Donc c'est plutôt une subvention intéressante, des montants intéressants que nous arrivons à avoir pour financer tout ce que nous avons à financer. Et pour bien évaluer ces subventions que nous recevons, nous avons mis un graphique qui prend la dernière mandature, donc les 6 dernières années, et les 5 années qui sont en cours. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça, c'était les subventions qu'avait reçues la commune jusqu'en 2019, donc les 6 années, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous l'avez là, jusqu'en 2019. Et puis de 2020 à aujourd'hui, autrement dit, dès la 3e année, nous avions fait un peu plus que les 6 années de la mandature précédente. Voilà. Donc ça, c'est un graphique où on cumule chaque année, c'est un graphique en cumulé croissant qui permet de voir vraiment la part des subventions dans le financement de nos investissements.
Alors, les dépenses d'investissement, donc là aussi, donc voilà, tout ce que nous voulons investir l'année prochaine, 1 900 000 d'immobilisation corporelle, plus les 456 000 d'immobilisation en cours et les 304 000 d'immobilisation incorporelle. Voilà, donc la part des investissements, donc toujours le même graphique. Donc là, nous réalisons régulièrement plus de 60% de notre budget. Donc c'est dire que ce que nous disons, ce n'est pas que des paroles, c'est quand même le budget est assez maîtrisé. Et même comparaison, les investissements 2014 à 2024. Donc là aussi, on voit que les investissements réalisés en bleu sur la précédente mandature étaient atteints dès la 4e année de notre mandature et les investissements réalisés aujourd'hui sont bien supérieurs. Alors, ça, c'est nos endettements, les dettes que nous avons. Nous n'avons plus de dettes toxiques. Et la moitié de la dette, comme c'est indiqué, sera remboursée en 2028. Et les annuités sont stables, comme nous allons le voir. Voilà le remboursement des dettes. Donc, en rouge, vous avez les intérêts. Donc, vous voyez qu'en 2025, déjà, il y a moins d'intérêts par rapport à 2024. Ce qui était déjà le cas par rapport à 2023. Et puis, en 2039, il n'y aura presque plus rien à payer. Voilà, les jeunes nous diront. OK. 2039. Vous nous direz, ceux qui seront maires et conseillers municipaux nous diront, si on est en mesure d'entendre, nous écouterons avec intérêt. Voilà. Les jeunes me regardent avec étonnement, mais... Bien. Enfin, la fin les investissements prévus cette année, en 2025, et la colonne des investissements prévus en 2026 et 2027. On ne va pas rentrer dans les détails, sauf si vous avez des questions, mais comme vous pouvez le voir ici, voilà, excusez-moi. Comme vous pouvez le voir, s'il veut bien s'agrandir. Voilà. Donc sur 2025, nous sommes à 2,5 millions et sur 2 ans, 5,2 millions. Donc nous sommes à peu près dans les clous. Alors bien entendu, si nous arrivions à avoir les subventions assez rapidement, nous n'hésiterons pas à mettre des investissements cette année directement pour que ça rentre dans le budget autant que possible. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais partager avec vous sur le débat d'orientation budgétaire. Alors, s'il y a des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Pardon ? La fin des intérêts, c'est 2039 ? Il ne restera pas grand-chose. Il restera un tout petit peu. On ne pourrait pas le faire avant que je gouverne. Ça, c'est toi qui le dis. Hein, on te maintiendra en vie, tu vas voir. Hein, on en a maintenu très longtemps comme ça. 2037. Exactement. Voilà, exactement. Alors, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de vote non plus, puisque vous devez juste prendre acte que je vous ai présenté le débat d'orientation budgétaire et que nous en avons débattu. Voilà. Vous prenez acte ? Tout le monde prend acte ? Parfait. Merci beaucoup. Donc la prochaine étape sera bien sûr le budget. Alors, nous revenons à l'ordre du jour. Nous revenons... Non, nous restons dans les finances. Donc, alors, comme chaque année, nous devons verser des avances de trésorerie aux organismes qui en ont besoin. Le CCAS, le syndicat la petite enfance et le syndicat de police, le CIVU.
ainsi que des associations qui le souhaitent. Donc là, il n'y a que le Football Club de Marolles. Donc ces avances, comme vous le savez, ne peuvent pas être plus de 25% de ce que nous leur avons versé l'année précédente, puisque le budget sera voté après le premier trimestre. Donc c'est le quart de l'année que nous pouvons leur verser. Voilà. Donc il s'agit de verser les sommes qui sont annoncées là, au CCAS, au CIP et au syndicat de police, ainsi qu'au Football Club de Marolles. Y a-t-il des questions, des demandes d'éclaircissement? Tout va bien. Bien entendu, la commission des finances qui s'est tenue le 11, donc avant-hier, a donné un avis favorable à ce versement. Donc, il s'agit d'autoriser le versement de ces avances au trésorier et de dire que les dépenses en résultant sont imputées dans le budget communal, et enfin de m'autoriser à... nous reprendrons bien sûr ces avances dans le budget primitif. Nous déduirons ces montants dans le budget primitif. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point 4 est adopté. Alors, le point 5, c'est l'autorisation de versement d'un don exceptionnel à Mayotte suite au cyclone Chido. Alors, il y a eu un appel de l'Association des maires de France, enfin de l'Union nationale des CCAS, etc., qui a demandé aux communes d'être solidaires d'une de nos communes, la 101e commune française, Mayotte. Et donc, nous avons décidé 2 actions. Premièrement, d'ouvrir une boîte pour les Marolais qui voulaient faire des chèques. Et nous avons souhaité également vous proposer de verser 1 euro par Marolais. Et comme nous avons reçu le chiffre officiel des Marolais qui date de 2022, nous sommes pour cette année, statistiquement pour l'INSEE, 4803 Marolais. Donc nous proposons de verser 4803 euros à la Fondation de France en solidarité avec les victimes et les élus de Mayotte suite au cyclone Chido. Y a-t-il des questions sur ce point? Non? Tout le monde est d'accord? Bien, donc nous devons approuver le soutien à la population de Mayotte, dire que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2025 et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les documents relatifs à l'exécution de la présente délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 5 est adopté à l'unanimité. Alors, nous en venons au contrat d'aménagement régional. Nous en avons longuement parlé. Donc, en gros, je vous la fais courte. Il suffit de nous autoriser à signer le contrat d'aménagement régional. Voilà. Alors, si vous voulez, je peux vous faire tout un... court. C'est un peu court. Vous avez tous les documents. Je comptais sur vous pour les lire. Alors, en fait, il s'agit de s'engager dans ce contrat pour porter le projet Cœur de Village et qui se décline en 3 volets. Le premier volet concerne le cœur de village en lui-même. Le deuxième volet, c'est la création d'un lieu de rassemblement et d'échange, en l'occurrence le parvis de la mairie et la brasserie. Et puis le troisième volet, c'est l'accessibilité pacifiée avec des zones en déplacement doux et la requalification de la rue Pierre Besançon et la rue du Pressoir. Donc ce dossier de 4 opérations dont je vous ai parlé, c'est la requalification du parvis, l'aménagement intérieur de la brasserie, ça c'est pour 2025. En 2026, la requalification de la rue Pierre Besançon et celle du Pressoir, 2026-2027, nous verrons en fonction. Vous avez un tableau là où tout est expliqué. Juste un point, peut-être qu'il serait, je ne sais pas s'il ne serait pas intéressant de préciser ce que c'est que cette fameuse CAR, peut-être en 2 mots, nous expliquer ce que c'est un contrat
c'est un contrat que nous passons avec la région pour des projets structurants. Et par ce contrat, nous nous engageons, vous l'aviez dans les documents, nous nous engageons d'abord à faire des investissements structurants et surtout à garder ces investissements pendant au moins 1 an. Bon, on ne détruira ni le parvis, ni la brasserie, ni la rue Pierre-Besançon, ni la rue du Pressoir en 3 mois. Je ne vois pas l'intérêt. Donc c'est un engagement à long terme que la commune prend vis-à-vis de la région. Voilà. Il en est de même j'en profite pour dire un mot sur le sujet, sur le contrat Centre-Ville Vivant. Alors, ça, c'est la métropole qui porte ce contrat. Ce contrat est très intéressant parce que, d'abord, la métropole s'est dotée d'une foncière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que le centre commercial de Marolles est un centre privé. C'est-à-dire que les commerçants possèdent leurs locaux, ou certains les louent. En tout cas, la mairie n'est pas propriétaire. Donc, quand un commerçant s'en va, il peut le vendre à n'importe qui. Et vous voyez, par exemple, pour parler de choses concrètes, nous avons une blanchisseuse qui a vendu son local à un centre immobilier, enfin, une agence immobilière qui est une vitrine pour l'instant. Nous tenons à ce centre commercial. Vous voyez tous les efforts que nous faisons pour y organiser des activités, pour les décorations de Noël. Et je pense que c'est un endroit auquel tous les Marolais tiennent. Donc, aujourd'hui, nous pouvons, lorsque nous serons informés de telles choses, demander à la foncière d'acheter le local et nous trouverons le commerçant pour le mettre dedans, pour pouvoir garder notre centre commercial. Et le dispositif Centre-Ville Vivant, c'est permettre aux villes d'animer leur centre-ville, qu'il y ait de la vie dans les villes pour éviter au maximum les villes dortoirs. Voilà. J'espère que tout le monde a remarqué que depuis 2020, nous essayons de faire des activités à Marolles pour que nous ne soyons pas une ville dortoir. Ceux qui ne le savent pas, c'est ceux qui ne participent pas aux manifestations. N'est-ce pas, M. Duroux? Vous êtes d'accord? Bon. M. Duroux était là au théâtre la dernière fois. Voilà. Je sais que nous avons bien rigolé, vous pouvez le dire. Voilà, il y a eu des fous rires comme rarement à la salle des fêtes. Non, il ne jouait pas. Tant mieux qu'il ne jouait pas, parce que sur scène, il y avait une arnaqueuse. Et là, vous jouez. Est-ce qu'on rira autant? Je pense. Bon, très bien. Prenons date alors. Voilà, donc tous ces dispositifs nous permettent, vous voyez d'ailleurs dans ce à quoi nous nous engageons, il y a tous les engagements que nous prenons dans l'article 2 vis-à-vis de la région. Voilà. Donc en gros, et pour revenir avec ta question tout à l'heure, Joël, les dotations ont baissé, les DGF, mais comme tu l'as vu dans le graphique de tout à l'heure, les subventions, on peut en chercher davantage. Avant, on avait une dotation et très peu de subventions. Moi, je pense vraiment que ce système aujourd'hui est plus favorable quand on se bouge un peu. Hein, ça, on y arrive encore. Voilà, il faut avoir des projets. Vous avez des projets, on vous finance. On ne vous donne pas les sous pour vous laisser faire comme ça. Donc, nous devons, par rapport à tous les programmes qui vous ont été donnés, que j'ai évoqués, il nous est demandé de voter pour approuver les opérations présentées ci-dessus et le montant indiqué. Nous nous engageons également vis-à-vis de la région. Troisièmement, nous votons pour solliciter Madame la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France pour l'attribution d'une subvention de 795 588,25 €, conformément au règlement des contrats d'aménagement régional. Et puis bien sûr, autoriser le maire à signer tous les documents afférents. Qui est contre que nous recevions 795 000 €? On va le pendre haut et court. On va le pendre haut et court. Je pose la question directement. Allez, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le contrat d'aménagement régional pourra être signé. Le point 7
Alors, nous devons donner mandat au CIG de la Petite Couronne pour l'engagement d'une consultation en vue de la conclusion d'un contrat de groupe d'assurance et de risque statutaire. Alors, le CIG, c'est le centre de gestion, intercommunal de gestion. C'est le centre qui gère toutes nos problématiques liées à l'emploi, liées au contrat, etc., liées à la légalité aussi, de tout ce que nous faisons au niveau emploi. Pourquoi nous devons donner mandat au CIG? Tout simplement parce que actuellement, nous passons par le CIG pour avoir une assurance pour la commune. Ce contrat s'arrête, il est de 4 ans, donc il s'arrête au 31 décembre 2025, puisqu'il avait commencé en 2022. Alors c'est un sujet aujourd'hui d'actualité. Nous avons la chance de ne pas être trop concernés, mais beaucoup de communes aujourd'hui n'ont pas d'assureur. Alors je vais le dire autrement, beaucoup d'assureurs aujourd'hui ne veulent pas assurer des communes. Voilà, parce qu'il y a trop de problèmes, il y a trop d'inondations, il y a trop d'accidentologie qui font que certaines assurances aujourd'hui ne veulent pas. Sachez qu'aujourd'hui, dans les recettes des assurances, les communes ne représentent que 2%. C'est pour vous dire, quand même 35 000 communes. Pour vous dire qu'aujourd'hui, trouver une assurance, c'est vraiment quelque chose d'important. Et si nous n'avons pas d'assurance, tous les risques inhérents à la ville, et Dieu sait qu'il y en a, ben c'est nous qui allons les assurer. Et c'est extrêmement dangereux pour ça. Donc voilà, donc nous devons autoriser le CIG à consulter pour qu'à fin 2025, nous puissions avoir un contrat bien négocié. Le CIG compte actuellement 156 collectivités qui adhèrent à ce contrat. Alors, c'est la petite couronne, hein, c'est la petite couronne. La métropole du Grand Paris, qui touche Paris et la petite couronne, compte 231 communes. 231 communes, exactement. Voilà. Okay, donc 156, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est aussi l'avantage de faire partie d'un groupement aussi. Absolument. Absolument. Des questions sur le sujet? Alors, donc nous devons voter pour décider d'étudier l'opportunité de conclure un nouveau contrat d'assurance pour garantir les risques statutaires, de donner mandat au CIG Petite Couronne afin de procéder à la consultation des différents prestataires potentiels, de dire que ce contrat doit couvrir alors tous nos risques, je ne vais pas tous les lire, hein, retraite, décès, accidents, services, maladies professionnelles, etc., etc., de couvrir les agents également. Et le contrat devra également avoir les caractéristiques suivantes: durée du contrat 4 ans à compter du 1er janvier 2026 et régime du contrat par capitalisation. Dire que la commune se réserve expressément la faculté de ne pas adhérer au contrat, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous donnons mandat au CIG de consulter que nous sommes obligés d'adhérer. Voilà, si nous pouvons librement adhérer à une autre assurance. Voilà ce pourquoi nous devons voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, le point 7 est voté à l'unanimité. Nous passons aux affaires scolaires. Madame l'adjointe aux affaires scolaires, vous avez la parole. Il s'agit donc d'approuver un avenant, toujours à notre convention d'objectifs et de financement. Dans le cadre de la convention d'objectifs avec la CAF, la branche famille rétablit la possibilité d'accompagner le développement sur le volet jeunesse et prévoit la possibilité de financer les formations BAFA-BAFD supplémentaires à compter du 1er janvier 2024. Donc, il s'agit d'approuver cette convention. En fait, ils l'avaient stoppé pendant un moment, là ils l'ont remis. Donc, depuis le 1er janvier 2024, on peut se faire subventionner sur les formations BAFA qu'on a faites et tous les séjours qu'on a pu faire depuis le 1er janvier 2024. Donc voilà. Avez-vous des questions? C'est un... Exactement.
système marronnier, que l'on revote à chaque année les conventions voilà. Donc, il nous est demandé de voter pour approuver la convention objective de financement des caisses d'allocation familiale. Pour la subvention de soutien aux formations BAFA-BAFD à la subvention séjour de vacances et d'autoriser le maire et son représentant de signer les actes y afférents. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 8 et le dernier point à l'ordre du jour est adopté. Pardon. Alors, autre point de l'ordre du jour, des informations diverses. Vous avez reçu également le tableau des indemnités des élus. C'était dans le document. Donc nous devons rendre public ce tableau au moment du RUB. Donc tout y est. Voilà, mesdames et messieurs, nous n'avons pas reçu de questions. Donc s'il n'y a pas de questions diverses, hormis votre pièce de théâtre, nous allons lever la séance. Je vous souhaite une bonne soirée et le prochain conseil est prévu le 20 mars, pardon. 20 mars, ce sera le vote du budget. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. C'est bien 10 ans qu'il faut qu'on les travaux.